Salut, est-ce que vous aimez le Japon? Est-ce que vous aimez les poneys? Est-ce que vous aimez la guerre, l'esclavagisme, les bras amputés, le cannibalisme? Aujourd'hui, je vais vous parler de Centaure, réalisé par Ryo Sumiyoshi et paru en 2018 en France. Il s'agit d'une série de 6 tomes, une série donc assez courte, mais qui saura parler de sujets lourds tels que la guerre et ses conséquences. J'aime bien la patte graphique de ce manga. Ça met en avant la puissance des centaures, la majesté de ces créatures. Ce sont des animaux dangereux. J'aime l'idée qu'ils aient des crocs et pas juste une mâchoire classique. C'est des carnivores. Ils sont capables d'abattre des ours, ils sont puissants, bien plus puissants que les humains, et pourtant ils se font rétamer. Au cours de la traversée dans cette histoire, nous allons rencontrer plusieurs centaures, et plus particulièrement plusieurs générations de centaures d'une même famille. Ce qui veut dire que, les centaures n'étant pas immortels, ne vous attachez pas trop au personnage. Le mieux que vous pouvez espérer pour votre petit chouchou est qu'il meure de vieillesse entouré de sa famille. Mais je vous préviens, c'est rarement le cas. À l'origine, Centaure a dû s'arrêter au 2e tome, avec tout le monde qui meurt à la fin. Fort heureusement, l'auteur s'est ravisé et nous a donné 4 autres tomes succulents. Maintenant, je vais vous faire découvrir l'histoire en essayant de pas tout vous spoiler. En même temps, c'est impossible de vous spoiler, il y a tellement de choses dans ces 6 tomes, avec tellement d'atrocités, qu'il serait très compliqué de tout raconter. Dans le tome 1 et 2, on suit 2 centaures. Yatora, le tigre rouge des montagnes, et Koibari, un centaure des plaines qui a été amputé des bras et esclavagisé par les humains dès l'âge de 6 ans. La guerre fait rage. Les centaures sont utilisés comme montures ou bêtes de somme. Ce ne sont que des outils que les humains utilisent. Parfois à des usages lubriques. Tout du long de ces 2 tomes, on va suivre leur survie. Ils vont se faire poursuivre, trahir, ils vont rencontrer des centaures survivants et essayer, tant bien que mal, de retrouver un équilibre dans leur vie. La morale de cet arc est que l'on ne meurt jamais vraiment, tant que notre savoir est transmis à la génération future. Dans le tome 3 et 4, ce sont leurs enfants que l'on suit. Après plusieurs années cachés dans la montagne dont leurs parents ont du mal à rejoindre, le fils de Koibari, Tanikaze, n'a jamais vu d'humain et voudrait découvrir le monde. Âgé seulement d'une 12aine d'années, il décide de descendre de la montagne, accompagné de Gota, le fils adoptif de Yatora. Il porte sur son visage les traces de la guerre et a gravé la haine dans son cœur. Ils sont aussi accompagnés de Mikumi, un centaure adulte mais que nous avons déjà rencontré dans les 2 premiers tomes. À l'époque, ce n'était qu'un enfant, mais il était tel un démon dévoreur de chair humaine. Il regroupait des orphelins de son espèce afin de lever une armée et de mettre fin à la guerre des humains. Nos 3 amis arrivent au village, et ce qu'ils découvrirent les surprit. Les centaures et les humains vivaient en cohésion. Ni pour l'un, ni pour l'autre, mais ensemble. Certains se mariaient même entre eux. La moralité de cet arc est pas vraiment le pardon, mais je dirais plutôt les 3 possibilités de se reconstruire après un drame aussi massif. Déjà par Tanikaze, qui ne connaît rien de la guerre et, malgré ce que l'on dit, ne voit que des avantages à l'union entre 2 espèces. Il y a Gota, qui ne peut pardonner les horreurs de la guerre et les souffrances qu'il a vécues. Néanmoins, il acceptera de se reconstruire et de faire sa vie comme il l'entend, dans la montagne. Et il y a Mikumi, qui est un peu un mystère. Étant encore enfant, il était devenu quasiment un démon dévoreur de chair, lui-même traumatisé d'avoir vu ses parents dévorés par des humains. Il n'avait que la haine et la rage dans son cœur. Il était prêt à sacrifier son espèce pour la vengeance. Néanmoins, il se fera sauver par un humain et comprendra que ceux-ci ne sont pas tous des monstres et qu'il est toujours préférable de laisser gagner la vie, même si cela implique de laisser sa vengeance de côté. Les 2 derniers tomes, c'est l'arc du passé. On prend nos 2 centaures du premier arc, Iwatora et Koibari, et on voit ce qui leur est arrivé pendant leur enfance. Je conseille personnellement de lire ces 2 derniers tomes, le 5 et le 6, avant le premier, car déjà ceux-ci s'arrêtent au début du premier, lorsque les 2 personnages se rencontrent, et ça permet de garder un peu de surprise et un peu de suspense. Je vous ai dit qu'il y avait des survivants à la famille, c'est donc qu'il y aura des morts. Il est préférable, pour pas vous spoiler, de lire les 2 derniers tomes avant les premiers. Le tome 5 est sur l'enfance d'Yatora. La guerre n'est pas encore là, il s'épanouit totalement dans la nature, on passe toute son enfance à découvrir la culture des centaures et leurs rituels. Puis,
Plus les années passent, plus on entend des rumeurs. Les centaures des plaines disparaissent, les humains s'invitent dans les montagnes. Que se passe-t-il? Les centaures, eux, n'ont rien demandé et vont juste essayer de survivre à cela. Un centaure qui est capturé va être amputé des bras afin de le rendre plus docile et plus facile au dressage. Les femelles sont mises à la reproduction et les petits sont élevés tout jeunes uniquement pour la guerre. Mais la guerre c'est bien beau, sauf que les humains sont belliqueux. Un commerce se crée autour des centaures et de leur élevage. Certains n'hésitent pas à utiliser centaures non pour la guerre, mais seulement comme monture d'apparat. C'est ce qui atteint notre petit Koibari, seulement enfant et déjà amputé de ses membres. On le voit haï de ses congénères qui le considèrent comme un traître. N'étant qu'un enfant, il est joyeux et obéissant, ce qui fait que les humains lui laissent un peu de liberté. Il peut aller et venir dans les couloirs, mais pas bien plus. On va le voir donc grandir et espérer pouvoir retrouver la liberté. Cette liberté, c'est Iwatara qui lui donnera. Mais le tigre rouge des montagnes est libre. Contrairement à lui, il va falloir le capturer. C'est ainsi que finit la boucle, et que l'on retourne au tome 1. Croyez-moi que je n'ai pas tout dit de cette œuvre et il y en a encore beaucoup à découvrir. Je vous souhaite une bonne lecture et n'hésitez pas de vous abonner.